Salut à tous les passionnés de cinéma, de glamour hollywoodien et d'histoire qui mêlent étoiles et secrets, bienvenue sur ma chaîne où nous dévoilons les récits cachés des légendes qui ont marqué le monde. Avant de plonger dans une saga qui va vous captiver, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permettra de fouiller dans les archives poussiéreuses du passé pour révéler des histoires qui touchent l'âme, des vérités sur des icônes qui ont façonné notre imaginaire. Un clic soutient notre mission, et si cette histoire vous touche, partagez-la pour inspirer d'autres cœurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans un mystère qui a été murmuré pendant plus de 5 décennies, une femme dont la beauté éblouissait le monde, mais dont le cœur portait un secret lié au pouvoir suprême. Elizabeth Taylor, à la fin de sa vie, a dévoilé une vérité sur son lien avec John F. Kennedy. Pourquoi, après tant d'années de silence, a-t-elle choisi de parler ? Quels moments intimes a-t-elle partagés avec le président le plus charismatique de l'Amérique? Et comment une star de cinéma a-t-elle navigué entre les projecteurs d'Hollywood et les ombres de la Maison-Blanche? Dites en commentaire, avez-vous déjà entendu des rumeurs sur Elizabeth Taylor et JFK? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans une odyssée de glamour, de scandales et de révélations. Elizabeth Rosemont Taylor naît le 27 février 1932 à Hampstead, Londres, dans une famille d'Américains expatriés. Son père, Francis, est un marchand d'art et sa mère, Sarah, une ancienne actrice de théâtre qui a abandonné la scène pour élever ses enfants. Elizabeth grandit dans un monde de privilèges, mais aussi de pression. Dès son plus jeune âge, sa mère voit en elle une étoile potentielle, l'inscrivant à des cours de danse et de théâtre. Elle se souvient des après-midi passés dans leur maison londonienne, où Sarah lui lisait des scripts, l'encourageant à imiter des actrices comme Greta Garbo. Mais en 1939, les nuages de la guerre s'amoncellent sur l'Europe, et la famille Taylor s'installe à Los Angeles pour échapper aux tensions. À 9 ans, Elizabeth signe son premier contrat avec Universal Studios, mais c'est avec la MGM qu'elle explose en 1944 dans National Velvet. À 12 ans, elle devient une sensation nationale, une jeune fille aux yeux violets si saisissants que les réalisateurs l'accusent de porter du maquillage, ignorant qu'elle est née avec une double rangée de cils, une anomalie génétique rare. Ses yeux, presque surnaturels, deviennent sa marque de fabrique, mais aussi un fardeau. À 15 ans, elle n'est plus seulement une actrice, elle est un produit soigneusement façonné par la MGM, forcée de poser pour des photos glamour, de donner des interviews interminables et d'adopter une maturité qu'elle n'a pas choisie. Hollywood, dans les années 1940 et 1950, est un monde impitoyable pour les jeunes femmes. Les puissants hauts producteurs, réalisateurs, politiciens se côtoient dans des clubs privés comme le Mocambo ou le Ciroès, où les désirs s'entremêlent avec les ambitions. La beauté d'Elizabeth est à la fois un don et une malédiction, attirant des regards bien au-delà de son âge. Des biographes controversés, comme Darwin Porter et Danforth Prince dans Elizabeth Taylor, There is Nothing Like Adam, affirme qu'à l'adolescence, elle a croisé des hommes influents dans des contextes troubles. Une rumeur, qu'elle confiera plus tard à des amis proches, évoque une rencontre à 15 ans avec Ronald Reagan, alors acteur dans la trentaine et figure montante de la Screen Actor Guild. Elle aurait plaisanté en disant qu'elle avait été elle agresseuse, mais cette anecdote, même si elle reflète son humour audacieux, soulève des questions éthiques sur les dynamiques de pouvoir à Hollywood. Ce n'est que le début des murmures. Un autre nom entre bientôt dans son orbite, John Fitzgerald Kennedy. Elizabeth rencontre JFK pour la première fois à Londres, alors qu'elle n'est qu'une enfant. Les cercles artistiques de ses parents croisent les milieux diplomatiques et Kennedy, fils de l'ambassadeur américain Joseph P. Kennedy, est un jeune homme charismatique déjà marqué par l'ambition. Cette rencontre est fugace, mais leurs chemins se recroisent dans les années 1950, quand Elizabeth est une star mondiale et Kennedy un sénateur du Massachusetts en route vers la présidence. À cette époque, Hollywood et Washington forment un écosystème où les élites se mêlent. Les Kennedy, avec leur glamour et leur richesse, fréquentent les stars, et JFK, connu pour son charme magnétique, évolue aisément dans ces cercles. Elizabeth, alors en plein tumulte personnel, est fascinée par cet homme qui semble incarner à la fois le pouvoir et la légèreté. En 1950, à 18 ans, elle épouse Conrad Nicky Hilton Jr. Héritier de l'empire hôtelier Hilton, dans un mariage somptueux orchestré par la MGM pour coïncider avec son rôle dans Le père de la mariée. Mais derrière les flashs des photographes, le conte de fées s'effondre. Hilton est violent, alcoolique, et sa cruauté cause une fausse couche à Elizabeth, un traumatisme qu'elle portera longtemps. Leur mariage ne dure que 8 mois, et en janvier 1951, elle divorce, citant la cruauté mentale.
Ce premier échec marque le début d'une quête d'amour chaotique, faite de passions intenses et de désillusions. C'est dans ce contexte de vulnérabilité qu'elle croise à nouveau JFK, alors un sénateur marié à Jacqueline Bouvier. Les rumeurs d'une relation plus intime commencent à circuler, alimentées par des soirées où ils sont vus ensemble, riant et discutant jusqu'à tard dans la nuit. Des amis proches d'Elizabeth, des années plus tard, rapporteront qu'elle décrivait Kennedy comme vif, magnétique, capable de vous désarmer avec un sourire. Contrairement à Hilton, dont la violence l'avait brisé, Kennedy semblait offrir une connexion intellectuelle et émotionnelle. Elle confiera à un ami qu'il était un homme capable de changer le monde tout en vous faisant rire de tout et de rien. Ces mots, bien que rares, peignent une relation complexe, suspendue entre amitié et fascination. Au milieu des années 1950, Elizabeth entame son deuxième mariage avec l'acteur britannique Michael Wilding, un homme plus âgé et posé, avec qui elle a 2 fils, Michael et Christopher. Mais ce mariage, bien que plus stable, manque de passion, et elle se sent étouffée par la routine. Les rumeurs sur JFK persistent, notamment après une soirée mémorable chez l'acteur Robert Stack à Beverly Hills, où Elizabeth, Kennedy et Stack auraient partagé une baignade nocturne. Selon des récits controversés, cette soirée aurait pris une tournure intime, brouillant les lignes entre mythe hollywoodien et ragot politique. Qu'il s'agisse de vérité ou d'exagération, ces histoires alimentent la légende d'Elizabeth comme une femme qui attire les hommes les plus puissants. En 1957, Wilding et elle divorcent, et Elizabeth trouve un nouvel amour avec le producteur Mike Todd. Ce troisième mariage semble enfin lui offrir la stabilité. Todd, un homme flamboyant et confiant, la traite comme une reine. Ils accueillent une fille, Lisa, en 1957, et pendant un temps, Hollywood murmure qu'Elizabeth a trouvé son bonheur. Mais le destin frappe cruellement. En mars 1958, Todd périt dans un accident d'avion, laissant Elizabeth veuve à 26 ans. Elle s'effondre, consumée par le chagrin, passant des semaines enfermée, incapable de manger ou de parler. Des amis comme Paul Newman tentent de la réconforter, mais rien ne comble le vide. Dans sa douleur, elle se tourne vers Eddie Fisher, l'ami proche de Todd et mari de Debbie Reynolds. Leur liaison, qui débute en 1958, explose en un scandale retentissant. Les tabloïds surnomment Elizabeth la briseuse de ménage, et le public, qui adorait Reynolds, la vilipende. En mai 1959, elle épouse Fisher à Las Vegas, mais elle admettra plus tard que ce mariage était né du chagrin, non de l'amour. Pendant cette période chaotique, Kennedy réapparaît dans sa vie. Alors sénateur, il fréquente les cercles hollywoodiens grâce à des amis comme Frank Sinatra, et Elizabeth, proche de Sinatra, se retrouve souvent dans les mêmes soirées. Les témoignages évoquent des conversations nocturnes dans le bungalow de Kennedy à l'hôtel Beverly Hills, où elle partage ses luttes et lui ses ambitions pour l'Amérique. Ces moments, bien que jamais confirmés comme une liaison physique, laissent une empreinte profonde sur Elizabeth. En janvier 1961, John F. Kennedy devient le 35e président des États-Unis à 43 ans, incarnant une nouvelle ère de glamour politique. Avec Jackie Kennedy, il transforme la Maison-Blanche en camelot, un symbole de jeunesse et d'élégance. Mais derrière les apparences, les rumeurs sur les liaisons de JFK, y compris avec Marilyn Monroe, circulent à Washington et Hollywood. Elizabeth Taylor figure parmi les noms chuchotés. À ce moment-là, son mariage avec Fisher s'effrite, miné par ses addictions et son infidélité. Elle est aussi au sommet de sa carrière, jouant dans Cat on a Hot Tin Roof et se préparant pour Cléopatra en 1961, un rôle qui fait d'elle l'actrice la mieux payée du monde avec un cachet d'1 million de dollars. Les rencontres supposées avec Kennedy, souvent lors de collectes de fonds en Californie, sont marquées par une alchimie particulière. Elizabeth confie à des amis qu'il l'a fait se sentir vue non pas comme une star, mais comme une femme. Pour JFK, elle représente l'intersection parfaite entre Hollywood et le pouvoir, une icône qui comprend la pression d'être constamment observée. Jackie, consciente des rumeurs, voit en Elizabeth une menace unique. Des proches décrivent sa jalousie, amplifiée par la notoriété d'Elizabeth et sa ressemblance avec elle, 2 femmes glamour, habituées à dominer une pièce. La sérénade de Marilyn Monroe à JFK en 1962 pour son anniversaire ne fait qu'attiser cette méfiance. Mais Elizabeth, bien que moins ostentatoire, reste une ombre dans le mariage des Kennedy. Elizabeth insiste toujours sur le fait que leur lien était une amitié, mais les tabloïds spéculent sur des photos suggestives ou des rencontres secrètes, alimentant une légende qui la suit toute sa vie. En 1961, Cléopatra devient le projet le plus ambitieux d'Elizabeth. Le tournage à Rome est chaotique. Problèmes de santé, dépassement de budget,
et une liaison explosive avec sa co-star Richard Burton, alors marié. Leur romance, capturée par un paparazzi sur un yacht en 1962, déclenche un scandale mondial. Le Vatican condamne leur vagabondage érotique, et les journaux américains la qualifient de femme la plus scandaleuse du monde. Ce scandale éclipse le film, qui manque de ruiner la 20th Century Fox. Au milieu de ce tumulte, les rumeurs sur JFK persistent. Burton, dans des moments de jalousie, taquine Elizabeth sur son attirance pour les hommes de pouvoir, plaisantant sur le fait qu'elle collectionne les présidents comme les diamants. Elle rit, mais ne nie jamais l'attrait de Kennedy. En mars 1963, elle divorce de Fisher et épouse Burton 10 jours plus tard, dans un mariage surnommé le mariage du siècle. Ensemble, ils vivent dans l'extravagance, achetant des yachts, des bijoux, et tournant 11 films, leur dispute à l'écran reflétant leur vie tumultueuse. Mais en novembre 1963, l'assassinat de JFK à Dallas secoue le monde. Elizabeth s'effondre en apprenant la nouvelle, s'enfermant pendant des jours. Des amis diront que cette perte ravive le chagrin de la mort de Mike Todd, un rappel que les hommes qui comptent dans sa vie disparaissent brutalement. La mort de Kennedy fige les rumeurs dans un mythe, sans qu'ils puissent les confirmer ou les démentir. Jackie, devenue une figure de dignité, devient intouchable, et Elizabeth choisit de garder le silence, laissant les spéculations en arrière-plan. Dans les années 1970, le mariage d'Elizabeth avec Burton s'effondre. Après un divorce en 1974, une brève réconciliation en 1975 et un second divorce en 1976, elle se retrouve seule, portant les cicatrices de scandale et de chagrin. En 1976, elle épouse le sénateur républicain John Warner, plongeant dans le monde rigide de la politique washingtonienne. Au début, elle embrasse son rôle, faisant campagne pour lui, mais la vie à Washington est isolante. Elle sombre dans la dépression, prend du poids, et lutte contre l'alcool et les médicaments sur ordonnance. Leur mariage s'achève en 1982. À la Betty Ford Center, elle rencontre Larry Fortansky, un ouvrier du bâtiment, qu'elle épouse en 1991 dans une cérémonie extravagante au ranch Neverland de Michael Jackson. Ce mariage, malgré leurs différences d'âge, dure jusqu'en 1996, mais ils restent proches, et elle lui lègue $825 000 dans son testament. C'est dans les années 1980 qu'Elizabeth trouve une nouvelle vocation, l'activisme contre le sida. Alors que la crise ravage des communautés et que beaucoup gardent le silence, elle cofonde l'American Foundation for AIDS Research en 1985 et lance la Elizabeth Taylor AIDS Foundation en 1991. Elle organise des galas, donne des discours, et utilise sa célébrité pour lever des millions, gagnant la Presidential Citizens Medal. Pour la première fois, sa notoriété devient une force pour le bien, éclipsant les scandales de sa jeunesse. Dans ces dernières années, la santé d'Elizabeth décline. Elle subit plus de 30 opérations pour des problèmes de scoliose, de hanche et de pneumonie. En 2004, on lui diagnostique une insuffisance cardiaque congestive qui limite ses apparitions publiques. Confinée dans un fauteuil roulant, elle reste une figure vibrante, envoyant des messages vidéo pour ses causes. Dans l'intimité, elle devient plus franche avec ses amis proches, abordant les rumeurs qui l'ont suivie, notamment son lien avec JFK. Elle admet qu'il y avait plus de vérité dans ces histoires qu'elle ne l'avait laissé entendre. Leur relation, bien que non physique, était marquée par une intimité émotionnelle. Ce n'était pas une question de pouvoir, mais de se sentir comprise, confie-t-elle. Elle plaisante parfois, disant qu'on la qualifiait de femme écarlate toute sa vie, mais qu'elle était absolument pourpre, une couleur qui reflète ses contradictions, glamour, tragique, blessée, mais résiliente. Ses confessions, faites dans ses moments les plus vulnérables, montrent une femme qui veut reprendre le contrôle de son récit. Le 23 mars 2011, Elizabeth Taylor s'éteint au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles, à 79 ans. Fidèle à son humour, ses funérailles commencent avec 15 minutes de retard, car elle avait demandé à être en retard même pour mes propres funérailles. Elle est inhumée au Forest Lawn Memorial Park, près de son ami Michael Jackson. Sa vie, un mélange d'amour, de perte et de secret, brouille les frontières entre mythe et réalité. Son lien avec JFK, bien que jamais pleinement éclairci, reste une facette de sa légende, un témoignage de sa capacité à captiver les cœurs, qu'ils soient ceux de présidents ou de spectateurs. Qu'en pensez-vous ? Était-ce une amitié profonde ou une romance cachée ? Partagez vos réflexions en commentaire, laissez un like si cette histoire vous a touché, et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos récits sur les icônes qui ont façonné notre monde.